Les planètes, les étoiles et les galaxies sont toutes faites de la même matière baryonique qui compose nos corps et nos objets du quotidien. Ce simple constat est pour les physiciens extrêmement perturbant. Quand ils déroulent les lois de la physique, ils arrivent en effet à une conclusion inévitable. Il devrait y avoir autant d'antimatière que de matière dans l'univers. Le cosmos devrait être rempli d'antiprotons, d'antineutrons, de positrons et même d'antiatomes, d'antimolécules et pourquoi pas d'anti-étoiles et de leurs antiplanètes. Seulement, ces objets n'existent apparemment pas. L'antimatière est quasiment absente de l'univers observable. On sait la produire en laboratoire et on en observe parfois des traces issues du rayonnement cosmique ou de désintégration radioactive. Mais son abondance est presque nulle, alors qu'elle devrait, théoriquement, être aussi abondante que la matière qu'on connaît. C'est comme si à l'aube du cosmos, une moitié entière de l'univers s'était simplement évaporée. Alors, que s'est-il passé? Une infime préférence de la nature pour la matière? Un mécanisme caché apparu dans les premiers instants après le Big Bang? Des régions entières d'antimatière encore perdues quelque part dans le cosmos? Ou plus étrange encore, un univers miroir où le temps lui-même s'écoulerait à l'envers? Malgré son omniprésence dans la science-fiction, l'antimatière n'a rien d'exotique. Ce n'est pas une idée spéculative ou une particule hypothétique. Nous savons qu'elle existe. Nous la produisons régulièrement dans les accélérateurs de particules et ses propriétés sont remarquablement bien connues. À chaque fois qu'une particule de matière est créée, les lois fondamentales de la physique indiquent qu'une particule d'antimatière correspondante doit également apparaître. Aux premiers instants du Big Bang, lorsque l'univers était incroyablement chaud et dense, matière et antimatière auraient donc dû être produites en quantité pratiquement identique. Seulement, lorsque matière et antimatière se rencontrent, elles s'annihilent intégralement pour se transformer en énergie. Si les deux avaient été présentes en proportion parfaitement égale, ils auraient dû disparaître ensemble, ne laissant derrière elles qu'un bain de rayonnement. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes. Pourtant, environ 13,8 milliards d'années après le Big Bang, nous observons un univers presque entièrement constitué de matière, tandis que l'antimatière semble avoir disparu. Quelque chose, dans les premiers instants du cosmos, a donc rompu cette symétrie. Le problème s'est d'abord posé chez Paul Dirac. Le physicien britannique a trouvé dans ses équations sur l'électron des solutions pour une particule identique mais de charge opposée. Ce qu'on appelle aujourd'hui le positron, son antiparticule. La confirmation expérimentale est vite tombée. Ces antiparticules existent bel et bien. Et elles ouvrent la voie à un casse-tête. Au fil des décennies, un fait s'est installé. Les lois de la physique sont symétriques entre matière et antimatière. Chaque fois qu'on crée de la matière en laboratoire, on crée exactement autant d'antimatière. Dirac a lui-même spéculé que l'univers devait comporter des étoiles et des galaxies d'antimatière, afin de préserver l'équilibre observé dans ses équations et en laboratoire. Seulement près d'un siècle plus tard, des décennies d'observations ont montré que c'est une fausse piste. S'il existait des secteurs d'antimatière dans l'univers observable, la frontière qui les sépare des secteurs de matière classique devrait rayonner de milliards d'annihilations extrêmement énergétiques. Et ça, on n'en trouve pas la trace. On peut cependant préserver l'intuition de Paul Dirac en imaginant que ces secteurs d'antimatière se trouvent en dehors de l'univers observable. Après tout, notre horizon cosmologique ne représente qu'une portion limitée d'un univers qui pourrait être immensément plus vaste. Rien n'interdit, en principe, que d'énormes régions dominées par l'antimatière existent au-delà de ce que nous pouvons voir, séparées de notre domaine de matière depuis les premiers instants du Big Bang. Cette idée permettrait de rétablir une certaine symétrie à très grande échelle. La matière n'aurait triomphé que localement, et dans d'autres secteurs de l'univers, inaccessibles à nos observations, l'antimatière serait dominante. C'est une hypothèse malheureusement intestable.
Si bien que la physique moderne cherche à résoudre ce dilemme d'une autre manière, en mettant à jour des brisures de symétrie. Rappelez-vous, on a dit que les lois de la physique prédisent une symétrie parfaite entre matière et antimatière. Mais peut-être que ce n'est pas complètement le cas. Il pourrait exister des phénomènes qui privilégient la matière classique sur l'antimatière, dans certains cas très précis. L'une des idées les plus prometteuses pour expliquer cette asymétrie est la leptogénèse. Son point de départ est assez surprenant. Et si le déséquilibre entre matière et antimatière n'était pas apparu directement avec les protons et les neutrons, mais au sein d'une autre famille de particules, les leptons. Il s'agit de la famille à laquelle appartient notamment l'électron. Dans certains modèles, l'univers primordial aurait contenu de très lourds neutrinos aujourd'hui disparus. En se désintégrant quelques fractions de seconde après le Big Bang, ces neutrinos n'auraient pas produit exactement autant de leptons que d'antileptons. Un infime excédent de matière serait alors apparu, de l'ordre d'une particule supplémentaire pour plusieurs milliards de paires créées. Pris isolément, ce déséquilibre dans le secteur des leptons ne suffirait pourtant pas à expliquer pourquoi l'antimatière semble avoir disparu. Les lois du modèle standard prévoient cependant l'existence de processus particuliers capables, dans les conditions extrêmes de l'univers primordial, de convertir une partie de cet excès de leptons en excès de baryons, c'est-à-dire en protons et en neutrons. Autrement dit, la matière qui compose aujourd'hui les étoiles, les planètes et nos corps pourrait être l'héritière d'un déséquilibre né dans une toute autre famille de particules. Élégante et compatible avec plusieurs indices issus de la physique des neutrinos, la leptogénèse est aujourd'hui considérée comme l'un des scénarios les plus sérieux pour expliquer pourquoi quelque chose a survécu à l'annihilation quasi totale entre matière et antimatière. C'est aujourd'hui une des hypothèses les mieux admises par la communauté des astrophysiciens. Elle ne peut cependant pas encore être qualifiée de théorie standard. D'autres modèles proposent en effet de résoudre notre brisure de la symétrie d'une autre manière. Parmi ces scénarios alternatifs figure la baryogénèse électrofaible. Une idée séduisante car elle n'a pas besoin de faire appel à des neutrinos lourds aujourd'hui disparus. Ici, l'origine du déséquilibre entre matière et antimatière serait survenue plus tard, lorsque l'univers traversait une étape cruciale de son évolution, la transition électrofaible. À cette époque, on parle encore en fractions de secondes après le Big Bang. La force électromagnétique et l'interaction faible, 2 des 4 interactions fondamentales de l'univers, n'en formaient qu'une, l'interaction électrofaible. Puis, elles se sont progressivement découplées. Cette transition a pu se produire sous la forme de bulles se propageant dans l'univers primordial. Et les frontières de ces bulles ont justement pu créer des conditions favorables à une légère préférence pour la matière sur l'antimatière. Dans ce scénario, on se serait ainsi retrouvé avec un excès de protons et de neutrons, sans passer par une étape intermédiaire impliquant les leptons. Le problème est que dans sa forme actuelle, le modèle standard ne semble pas fournir une violation de la symétrie suffisamment importante pour que ce mécanisme fonctionne efficacement. Pour que la baryogénèse électrofaible puisse réellement expliquer notre existence, il faudrait probablement découvrir des particules ou interactions encore inconnues. La baryogénèse et l'leptogénèse sont soutenues par certaines observations que l'on peut faire sur l'univers dans son ensemble. Les mesures du fond diffus cosmologique révèlent qu'il existe aujourd'hui environ un baryon, une particule de matière, pour 10 milliards de photons, les particules de lumière. Ce chiffre peut sembler étrange, mais il raconte en réalité l'histoire des premiers instants du cosmos. À cette époque, matière et antimatière étaient présentes en quantité presque identique. Lorsque l'univers s'est refroidi, particules et antiparticules se sont rencontrées et annihilées en libérant leur énergie sous forme de photons. L'immense majorité de la matière et de l'antimatière a ainsi disparu, transformée en lumière. Si bien que les photons que nous observons encore aujourd'hui, notamment dans le fond diffus cosmologique, constituent en quelque sorte les vestiges de cette gigantesque annihilation cosmique. Cette interprétation est renforcée par l'absence de toute trace d'antimatière primordiale à grande échelle. Plus fascinant encore, si la transition électrofaible s'est effectivement déroulée sous forme de bulles se propageant dans le plasma primordial, leur collision aurait dû produire un fond d'onde gravitationnel, encore détectable aujourd'hui.
De futurs observatoires en ondes gravitationnelles pourraient ainsi rechercher cette signature fossile et offrir pour la première fois un moyen direct de tester l'un des scénarios les plus ambitieux proposés pour expliquer pourquoi la matière a fini par l'emporter sur son reflet. Une approche encore plus radicale consiste à remettre en cause une hypothèse implicite de tous les scénarios précédents. Et si la symétrie entre matière et antimatière n'avait jamais été brisée ? C'est l'idée proposée par Neil Turok et Latham Boyle avec leur modèle d'univers symétrique CPT. Dans ce scénario, le Big Bang ne marque pas le commencement absolu de l'espace et du temps, mais un point de symétrie. De notre côté, l'univers évolue vers le futur et est dominé par la matière. De l'autre côté du Big Bang existerait un univers miroir où le temps s'écoulerait dans la direction opposée et où l'antimatière dominerait. Les deux moitiés formeraient ensemble un cosmos parfaitement symétrique. Cette idée présente plusieurs avantages. Puisque l'antimatière n'aurait pas disparu mais existerait dans cet univers jumeau inaccessible, il ne serait plus nécessaire d'invoquer une mystérieuse brisure de symétrie entre matière et antimatière. Sur l'ensemble de ce double univers en miroir, la matière ne possède aucune espèce d'avantage numérique sur l'antimatière. Elle est simplement dominante dans un univers, le nôtre, tandis que l'antimatière est dominante dans son miroir. Le modèle élimine également certains ingrédients spéculatifs souvent introduits pour expliquer l'univers primordial, notamment ce fameux neutrino lourd de la leptogénèse. Il fournit un cadre plus simple pour comprendre pourquoi le cosmos apparaît aussi homogène et plat à grande échelle, sans avoir recours à l'inflation cosmique. Plus étonnant encore, il permettrait de rendre compte de l'existence de la matière noire en prédisant l'existence d'un neutrino extrêmement massif, vestige des premiers instants du cosmos. Tous ces modèles offrent des cosmologies très différentes et ne partagent aucun mécanisme. 3 d'entre eux au moins sont donc nécessairement faux. Ce qui pourra les distinguer, c'est éventuellement leur prédiction. Si des régions d'antimatière existent réellement au-delà de notre horizon cosmologique, elles pourraient laisser des signatures indirectes sous forme de rayons cosmiques, contenant des noyaux d'antihélium ou d'émissions gamma caractéristiques produites aux frontières entre matière et antimatière. La leptogénèse, elle, est intimement liée aux propriétés des neutrinos. Une meilleure compréhension de leur masse, de leurs propriétés ou de l'existence éventuelle d'une violation de symétrie dans leur comportement pourrait ainsi apporter des indices en faveur de ce scénario. Quant à la baryogénèse électrofaible, elle nécessite généralement une physique plus riche que celle du modèle standard et pourrait être accompagnée d'un fond d'onde gravitationnelle primordial éventuellement détectable. L'univers symétrique CPT propose quant à lui des signatures d'une nature totalement différente. Dans sa version la plus simple, il prédit notamment l'existence d'un neutrino extrêmement massif, susceptible de constituer la matière noire, ainsi que des propriétés particulières pour les neutrinos ordinaires qui pourraient être testées dans de futures expériences. Plus généralement, ce sont les observations du fond diffus cosmologique, des ondes gravitationnelles, des rayons cosmiques et des neutrinos qui pourraient, dans les décennies à venir, départager ces scénarios concurrents. Il va bien falloir le faire, car d'une manière ou d'une autre, la symétrie qu'on observe entre matière et antimatière dans les expériences et dans les équations n'est pas respectée dans l'univers observable. C'est probablement une des questions ouvertes les plus importantes de la physique moderne. La résoudre pourrait en retour faire avancer d'autres problèmes épineux du modèle standard. La matière noire, la nature du Big Bang, ou le rôle des neutrinos, ces particules quasi-fantômes dans la cosmologie. En retrouvant la moitié perdue de l'univers, on pourra ainsi mieux comprendre la matière ordinaire. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.